Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction. Merci de nous avoir rejoints. Voici les trois principaux titres à la une de l'actualité de ce mardi. Au Soudan, alors que les combats font toujours rage, la situation humanitaire est catastrophique selon l'ONU. Un cessez-le-feu doit commencer le 4 mai. Il doit durer jusqu'au 11 mai. Les détails dans un instant sur ces nouveaux chiffres donc de l'ONU. Nouvel acte de la saga Ousmane Sonko au Sénégal. Le leader de la coalition, Yewwi Askanoui, à une semaine de sa comparution pour son procès en appel pour diffamation. Le candidat à la présidentielle appelle à la désobéissance civique contre la justice. Et puis enfin en France, une nouvelle journée de manifestation est prévue pour le 6 juin prochain. En ligne de mire, bien sûr, toujours la réforme contre les retraites. Les syndicats restent toujours mobilisés. Je vous le disais dans les titres, les combats sont toujours acharnés au Soudan. Malgré la trêve, la situation humanitaire est à un niveau catastrophique. Le conflit qui oppose l'armée aux paramilitaires transforme le drame humanitaire déjà existant en véritable catastrophe. C'est l'alerte de l'ONU ce mardi. Les détails avec Soukaina Skali. Des civils en attente de soins et des réveils au son des détonations d'armes. 2 semaines que le conflit armé a débuté au Soudan entre armées et paramilitaires en guerre pour le pouvoir. Une situation qualifiée par la communauté internationale de catastrophe humanitaire. 2 semaines après que des affrontements ont éclaté à Khartoum et autour du Soudan, la situation humanitaire atteint un point de rupture. À la demande de Antonio Guterres, je suis en route pour la région pour voir comment nous pouvons apporter un soulagement immédiat aux personnes touchées. Dimanche, une nouvelle trêve a été signée, une trêve quasiment jamais respectée. De violents affrontements ont encore rythmé toute la journée. Depuis le début du conflit à Khartoum et d'autres régions, en particulier au Darfour, plus de 500 personnes ont été tuées selon des bilans largement sous-évalués. Mon message au parti est sans équivoque. Protéger les civils et les infrastructures civiles. Assurer un passage sûr pour les civils fuyant les zones d'hostilité. Respecter les travailleurs et les ressources humanitaires. Faciliter les opérations de secours. Respecter le personnel médical, les transports et les installations. Face à la situation, la communauté internationale multiplie les appels à cesser le feu. Lundi, le président kényan William Ruto a convoqué une réunion virtuelle avec les chefs des agences, des Nations Unies et d'autres partenaires pour organiser une réponse à l'aggravation de la crise humanitaire au Soudan. Dans ce contexte de conflit armé au Soudan et face à la détérioration de la situation, le secrétaire général Antonio Guterres a décidé d'envoyer le responsable des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, dans la région. Il a annoncé dimanche, l'organisation. Écoutez. En ce qui concerne le Soudan, vous aurez vu qu'hier, le secrétaire général a dépêché Martin Griffiths, le coordonnateur des secours d'urgence, dans la région pour explorer comment nous pouvons apporter une aide immédiate à des millions de personnes dont la vie a été bouleversée par les combats en cours au Soudan. Martin Griffiths est arrivé à Nairobi, où il a rencontré le président Ruto, ainsi que la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui était là, et d'autres pour discuter de ce qu'il a appelé la situation catastrophique au Soudan. L'ONU et nos partenaires font de notre mieux pour relancer la réponse humanitaire dans le pays, a déclaré Martin Griffiths, et comme vous vous en souviendrez, le pillage massif nous a épuisé la plupart de nos fournitures et nous explorons de toute urgence les moyens d'apporter et distribuer des fournitures supplémentaires. Au Sénégal, Ousmane Sonko qui a appelé à la désobéissance civique et au rejet du dialogue avec la majorité. En effet, le leader du parti PASTEF doit comparaître le 8 mai prochain dans son procès en appel pour diffamation et puis le 16 mai dans le dossier des accusations de viol. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Alors qu'il a rendez-vous avec la justice dans quelques jours, Ousmane Sonko fait à nouveau une sortie médiatique. Dans une conférence de presse, l'opposant est revenu sur de nombreux sujets qui le concernent,
Le premier est sûrement le plus brûlant, la tentative d'assassinat dont il dit avoir été victime. Le leader du parti PASTEF explique avoir effectué à l'étranger, dont en France, des analyses qui montrent la présence de produits toxiques dans les échantillons de gaz lacrymogène recueillis sur lui. Preuve pour Ousmane Sonko qu'il a bel et bien été empoisonné. Nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments. Ce qui est dit ici, de par les résultats envoyés, nous constatons la présence du dihydroxy. Intoxication aiguë en cas d'ingestion orale, 100%. Provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive, 100%. Provoque une sévère irritation oculaire, voire grave, 100%. Peut irriter les voies respiratoires. On note une familiarité par rapport à l'acétophénone. À l'approche de nouveaux rendez-vous judiciaires, son procès en appel pour diffamation et le dossier d'accusation de viol, il se dit persécuté par la justice et promet de faire face. Pour lui, la justice sénégalaise devrait s'occuper des dossiers déjà existants au lieu de se focaliser sur sa personne. Ces déboires judiciaires qu'il qualifie de persécution est selon lui l'un des plans du président Macky Sall pour l'empêcher de participer au prochain scrutin présidentiel pour lequel il est candidat. Preuve qu'entre les deux hommes, les positions sont irréconciliables, Ousmane Sonko dit rejeter tout dialogue avec le président actuel. Est-ce que les Sénégalais sont en train de se rendre compte de ce qui se passe? Est-ce que ça ne crée pas un sentiment de révulsion, de révolte vis-à-vis de ce que Macky Sall est en train de faire? Et nous sommes tous là en train de regarder le monstre avancer, chaque jour un pas de plus vers son objectif, c'est-à-dire instaurer une dictature au Sénégal. Faire de sorte que les gens n'oseraient parler que dans le sens de ses intérêts et de ce qu'il veut entendre. Bien plus qu'un refus du dialogue, le leader de la coalition, Yewwi Askanui, a appelé à une campagne de désobéissance civile contre la justice sénégalaise. Pour l'instant, aucune indication de la forme de cette désobéissance n'a été évoquée. Ousmane Sonko doit d'abord dévoiler le contenu de cette nouvelle forme de lutte à ses partisans. Drame en Ouganda, le ministre ougandais du Travail a été abattu par son garde du corps. Il a tiré plusieurs reprises à bout portant, ne laissant aucune chance à sa victime. Charles Okello Engola, colonel à la retraite et ministre du Travail, à l'emploi et aux relations industrielles, donc a été tué par son garde du corps. Le drame a eu lieu ce mardi 2 mai à Kampala. Le mobile du meurtre serait lieu indifférent entre les deux hommes. En effet, le garde du corps se serait plaint de ne pas avoir été payé depuis des mois. Il a ensuite retourné l'arme contre lui. Au Cameroun, parlons maintenant de la crise anglophone. 4 morts dans une nouvelle attaque meurtrière contre un poste de contrôle. Au Cameroun, en effet, donc, ces 3 éléments des forces de sécurité et de défense et un civil ont été tués hier dans le département du Mungo, qui partage des frontières avec le sud-ouest anglophone du Cameroun, lors d'une attaque des séparatistes contre un poste de contrôle. Cette nouvelle attaque intervient au lendemain d'une réunion de sécurité présidée à Yaoundé par le ministre camerounais de la Défense, durant laquelle il a rassuré les Camerounais que la situation sécuritaire du pays est bien sous contrôle. Au Cameroun, toujours, je vous propose un petit retour sur la célébration du 1er mai, 137e fête internationale du travail. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer cet instant de communion et de réflexion des travailleurs. Défilé au boulevard du 20 mai, mais aussi dans les rues de la capitale. Nos reporters Mathieu Wamba et Cyril Nguijoy y étaient. Voici le reportage. Ambiance festive dans les rues de Yaoundé pour célébrer la 137e édition de la Fête internationale du travail. Le traditionnel défilé du 1er mai s'est déroulé en présence des autorités. Plusieurs marches sportives également ont été organisées par beaucoup de structures. Sans oublier le défilé au boulevard du 20 mai où les travailleurs ont fièrement exhibé les tenues aux effigies des structures et de leurs employeurs. Le travail fait partie de la devise de notre pays. C'est donc grâce au travail et au dévouement de tous que notre nation tient debout
et prospère à tous égards. Beaucoup reste à faire. Les récriminations et revendications de certains n'étaient pas très loin. Les questions ne peuvent pas manquer. Donc tout à l'heure, autour de la table ronde, chacun va nous dire ce qu'il pense et puis il va poser ses doléances. Célébrée dans un contexte mondial particulier, cette 137e édition est restée pour les travailleurs un jour de victoire sur le patronat comme en 1886. Toute chose que le ministre camerounais du Travail a confirmé et soutenu. Ce thème nous invite à nous unir pour mener une action commune, dans la complémentarité, comme partenaire et non comme adversaire. Un environnement de travail digne et aux conditions adaptées dans un contexte mondial difficile. Ce n'est pas seulement ce 1er mai, ils font beaucoup d'efforts pour que, en accord avec le thème national, que les travailleurs se sentent à l'aise. Le travail et la prévoyance sociale restent donc malgré tout l'objectif à atteindre par l'État du Cameroun. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale préparée aujourd'hui par Noël Ndong et Ahmed Chignou. La justice kenyane a annoncé ce mardi 2 mai la comparution pour terrorisme d'un pasteur après la mort de 109 adeptes dans une forêt du sud-est du Kenya où se réunissaient des membres de sa secte. Il s'agit du pasteur autoproclamé de l'Église internationale de Bonne Nouvelle, Paul Tenge Mackenzie. Il a été présenté mardi matin à un tribunal de la ville de Malindi avec 8 autres accusés. Cet ancien chauffeur de taxi va être poursuivi pour terrorisme. Il aurait poussé à mourir de faim ses adeptes. Mais les premières autopsies menées lundi sur une dizaine de corps ont également révélé 2 décès par asphyxie. À l'issue de l'audience, il a été transféré à Mombasa, la deuxième ville du pays. Le bilan de 109 morts est encore provisoire. Les opérations de recherche de fosses communes n'étant pas terminées dans cette forêt de la côte kenyane où des fidèles de pasteur Mackenzie suivaient ses préceptes de jeûner jusqu'à la mort en attendant la venue de Jésus. Ce scandale a ravivé le débat sur l'encadrement des cultes au Kenya. Après des années d'accalmie dans le sud du pays, 2 groupes rebelles tchadiens auraient fait leur apparition côté centrafricain en face de la province du Logone oriental dans le sud tchadien. Il s'agit du MRST, constitué en majorité de sudistes qui avaient déjà pris les armes dans les années 80, qui juraient de complicité locale, et le RPGET, dont on connaît peu de choses pour le moment, mais qui n'a pu bénéficier d'une base arrière des autorités administratives. Le gouvernement de transition tchadien, qui prend au sérieux cette menace, surtout après les premières attaques de la mi-avril qu'il attribue à ces rebelles, vient d'installer une base militaire qualifiée d'extrêmement robuste à Gorée, près de sa frontière avec la Centrafrique. Le Premier ministre kosovar Albin Kurti et le président serbe Aleksandar Vučić se trouvent ce 2 mai à Bruxelles pour une réunion d'urgence de l'Union européenne sur le Kosovo. Les discussions avec Bruxelles portent sur la normalisation des relations entre les deux pays après 10 ans d'incertitude. Mais les élections municipales partielles fin avril dans la zone à dominante serbe du Kosovo, au nord, ont été boycottées par la population serbe, ce qui a permis à des Kosovars albanais d'être élus avec une poignée de voix. Le résultat a été aussitôt dénoncé par la partie serbe. Bruxelles voudrait sortir de ce nouveau blocage et en profiter pour mettre en place une association des communes serbes au statut spécifique dont le gouvernement kosovar ne veut pas entendre parler. Place à l'actualité en France maintenant, au lendemain de la fête du travail, le 1er mai, qui a aussi servi de prétexte aux syndicats pour protester de nouveau contre la réforme des retraites. Au total, 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris et 406 policiers ou gendarmes ont été blessés lors de ces manifestations. Un bilan dressé ce mardi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des violences aussi qui ont été dénoncée par la Première ministre Elisabeth Borne. Alors une des grandes nouveautés, l'usage de drones, un outil dont s'est félicité le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Écoutez-le.
Ils étaient d'abord plus nombreux, il y avait plus de militants radicalisés et ils avaient manifestement beaucoup plus envie d'en découdre. Moi j'ai 250 fonctionnaires de police ou militaires de gendarmerie qui sont blessés, 259 blessés, hein, dont juste à Paris, dont 31 qui ont été conduits à l'hôpital. Donc c'est énorme et donc voilà, donc on a eu affaire à des casseurs très déterminés. L'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de protestation. Elle aura lieu le 6 juin prochain et donc ce mardi au lendemain d'un 1er mai qui a rassemblé près de 800 000 manifestants partout en France selon la police. L'intersyndicale a donc décidé d'organiser cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les détails avec Mathieu Nicolas. La mobilisation sera-t-elle plus suivie que le 1er mai, jour de la fête du travail? Pour l'instant, difficile de le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que l'intersyndicale ne veut rien céder. Ce mardi, à l'issue d'une concertation, elle donne rendez-vous le 6 juin pour une nouvelle journée d'action, la 14e. Et la date n'est pas choisie au hasard, 48 heures avant l'examen de la proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger le texte de la réforme des retraites. Il faut dire que ce serait quand même un symbole, un message énorme si l'Assemblée nationale va voter notre proposition de loi. Je pense qu'il appartient au président de la République maintenant de s'en sortir par le haut et de faire en sorte ou bien d'abandonner sa réforme, ou bien que ça se passe naturellement aussi avec nos amis sénateurs. Enfin, l'essentiel, c'est que le Parlement maintenant se prononce. Je peux vous garantir que si c'est le cas, ça va être un message très très fort qui va être donné. Avant cela, l'intersyndicale est sûre d'une chose, la journée du 1er mai a marqué les esprits. Selon son décompte, environ 2,3 millions de personnes ont défilé dans toute la France pour la 13e journée de mobilisation. Un chiffre bien loin des 782 000 personnes annoncées par le ministère de l'Intérieur. Malgré l'habituelle bataille des chiffres, Sophie Binet, la nouvelle numéro 1 de la CGT, a qualifié la journée d'historique. Écoutez, il suffit de regarder les cortèges derrière. On voit qu'aujourd'hui, on est à un 1er mai historique. Ça fait peut-être depuis 1936 qu'il n'y a pas eu de 1er mai aussi important en France. Donc on ne peut absolument pas parler d'essoufflement, on ne peut absolument pas parler de pourrissement. Et on voit bien que cette journée de mobilisation, elle apporte un démenti cinglant à tous les paris de l'exécutif. Satisfaits du succès du 1er mai, les syndicats espèrent le même engouement dans un peu plus d'un mois. Entre-temps, ils pourraient rencontrer la première ministre Elisabeth Borne, mais rien n'est encore sûr. L'intersyndicale pourrait boycotter cette nouvelle main tendue si la question de la réforme n'était pas à l'ordre du jour. On va attendre d'en savoir un peu plus sur cette feuille de route parce qu'il y a des choses assez vagues qui ont été évoquées, des thématiques qui intéressent beaucoup les travailleurs et les travailleuses. À partir du moment où ça les concerne, la CFDT répondra présente, mais pas à n'importe quelles conditions. C'est-à-dire qu'on ne repart pas dans un cycle de concertation comme on les a connus depuis des années. On va poser un certain nombre de conditions, notamment sur la capacité réelle que va avoir le gouvernement à intégrer nos propositions. Si ce n'est pas le cas, le dialogue sera difficile. Le gouvernement est prévenu, ni les syndicats ni une partie des Français ne sont prêts à tourner aussi facilement la page d'une réforme qui divise toujours le pays. Et on se quitte avec du sport et du basket. La basketteuse française Céline Dumerc, ancienne capitaine de l'équipe de France, prendra sa retraite à la fin de la saison. Cette légende du basketball féminin a annoncé donc sur les réseaux sociaux arrêter sa carrière dès la fin de cette saison. L'ex-capitaine des Bleus, vice-championne olympique 2012 et championne d'Europe 2009, a donc annoncé cette nouvelle avec son club de basket des Landes. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Télé Sud, le programme continue. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.